Ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission emploi RH de Bismart, chaque jour en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver. On va retrouver nos rubriques habituelles comme chaque vendredi. Dans Bien dans son job, on va s'intéresser à un baromètre. Il est passionnant ce baromètre pour prendre le pouls des PME, TPE. On n'en parle pas beaucoup de ces entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période Covid? On va en parler avec notre invité. Working Progress, avec les invités de Welcome to the Jungle, acculturer les collaborateurs à la RSE, mode d'emploi avec notre invité et avec Jérémy Cléda, évidemment. Le cercle RH avec nos experts. On va balayer l'actualité de la semaine. Elle est riche, évidemment, le tour de vis sur ces 5 nouvelles villes. Et puis on va s'intéresser au rapport de la Cour des comptes sur le déficit de la Sécu. C'est un sujet évidemment sensible. Et puis on parlera de l'emploi, toujours l'emploi. On fera le point avec nos experts. Et puis enfin, pour terminer, à la fin de notre émission, le livre de Bismart, 180 degrés réconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat. Bah oui, on a une idée, on veut monter sa boîte. Comment on fait? On en parlera avec l'une des deux auteurs de ce livre. Ce sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Arnaud, on commence ce journal. 3000 salariés livrent leur expérience du télétravail. C'est le résultat d'une enquête publiée par le groupe Cardam. Un premier résultat, les femmes comme les franciliens se sont mieux adaptés au télétravail. En matière d'horaire, par exemple, cette gestion est de 6% meilleure chez les femmes que chez les hommes. 90% des franciliens se sont déclarés plus productifs contre 81% des régionaux. Autre point, les managers semblent avoir été à la hauteur. Plus de 80% des répondants ont ressenti un fort soutien de la direction pendant le confinement. L'engouement pour le télétravail est lui confirmé. S'il n'était que 7,5% à télétravailler avant la crise, aujourd'hui ils sont 80% à vouloir le faire après la crise. Et puis on poursuit avec une étude, toujours, mais sur un autre sujet, la santé mentale au travail en pleine crise sanitaire. Une étude mondiale d'Oracle Workplace Intelligence, étude réalisée sur plus de 12 000 personnes. Résultat, l'année 2020 est considérée comme la plus stressante de l'histoire pour les salariés du monde entier. Près de 80% évoquent d'ailleurs des répercussions négatives sur leur santé mentale. En France, ils sont 75%. Mais plus surprenant, 68% préféreraient se confier à un robot plutôt qu'à leur manager. Et puis on termine avec l'emploi toujours et un bilan mitigé du secteur éolien. L'IRENA, l'agence internationale pour le rapport des énergies renouvelables, a publié un rapport sur l'emploi. En tête de liste, c'est le solaire. Il fait travailler près de 4 millions de personnes en 2019. Derrière lui, l'emploi dans l'hydraulique est en baisse et passe en dessous des 2 millions. Mais c'est l'éolien qui se place sur la 3e place du podium des employeurs mondiaux. Les jobs directs et indirects sont évalués à 1,17 million en 2019. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités. Bien dans son job, on en parle évidemment, on parle de cette crise Covid, comment a-t-elle traversé les entrepreneurs, et pas n'importe lesquels, les entrepreneurs qui ont une TPE, une PME. On en parle avec Antoine de Ritmaten. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors vous êtes président du directoire d'Inextenso, qui est un très gros cabinet d'expertise comptable, puis vous avez voulu aller plus loin avec le Cercle Perspective qui rassemble là beaucoup de cabinets d'expertise comptable, et vous vous êtes dit, on va faire des baromètres pour essayer de savoir ce qui se passe réellement dans la vie des TPE, PME. Très intéressant d'ailleurs parce que c'est vraiment un travail de maillage territorial avec des bulletins de paie pour savoir ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre mars et juin d'abord? Commençons par cette période. Est-ce que les TPE, PME ont été impactés? Alors tout à fait. Donc, et en fait l'histoire c'est que, et ça confirme une des tendances que l'on connaît, c'est sur l'agilité des TPE, PME. Pendant le confinement, elles se sont plutôt complètement arrêtées, puisque le télétravail, c'est pas toujours évident dans ce type de structure. C'est pas leur culture. C'est pas leur culture. Elles n'ont pas forcément non plus les outils pour le faire. Elles s'étaient pas forcément équipées. Par contre, elles ont redémarré beaucoup plus vite. Et donc, dès la fin du confinement, elles ont redémarré beaucoup plus vite. Donc, on s'est retrouvé avec, je dirais, des phénomènes un peu accélérés et accentués par rapport au reste de l'économie. Un arrêt beaucoup plus brutal. Par contre, un redémarrage beaucoup plus fort. Ça, c'est l'agilité des TPE et des PME. Il y a un taux d'activité dans certaines régions qui était très faible, en dessous de la barre des 5%. C'est la période dont vous parlez. C'était Paris, enfin l'Île-de-France et le Grand Est, pour les raisons qu'on connaît. Il y a eu des clusters, c'était les régions les plus impactées. Pour les autres régions, elles ont continué à travailler. Et là, c'est intéressant parce que
alors qu'au mois d'août, en général, c'est la trêve des confiseurs. Ben là, vos chiffres démontrent l'inverse, c'est que les TPE, les PME, elles bossaient pendant cette période. Tout à fait. Le chiffre qui nous a le plus frappé, c'est effectivement le mois d'août, c'est considéré comme un mois où personne ne travaille en France. C'est pas vrai pour les TPE-PME. Dans cette période, il faut le préciser. Dans cette période, puisqu'effectivement, sur les 500 000 bulletins de paye qu'on a regardés, il y avait 63% des gens qui ont pris moins d'une semaine de vacances au mois d'août. Donc le mois d'août a été travaillé parce qu'il fallait rattraper le retard. Oui. Et donc, on s'est adapté. Il y a aussi, bien évidemment, dans notre secteur d'activité, tout le tourisme qui était à plein sur l'été. Donc, on voit cette adaptation et on voit aussi que le cliché de le français, ses vacances, c'est sacré. Dans les TPE, pas PME, pour le patron de PME. Pas forcément. Alors, c'est pas que le patron, c'est vraiment les salariés, bien sûr. C'est le salarié. Et en fait, la solidarité entre le patron de TPE et ses salariés, elle est très forte. Ils se connaissent, ils se croisent tout le temps. C'est pas le côté grand groupe où on connaît l'image du patron, mais on l'a jamais vu. On ne l'a jamais croisé. C'est ça que vous démontrez aussi dans ce baromètre, au-delà des chiffres. Il faut aller voir ces baromètres, ils sont intéressants sur le chômage partiel, sur le niveau des salaires, sur les régions les plus impactées. C'est vraiment très intéressant. Mais vous avez aussi envie de dire, les PME, les TPE, elles existent. Elles sont le vivier de notre économie et on n'en parle pas beaucoup, voire jamais. C'est plus facile de faire les grands titres sur les grosses boîtes du CAC. Les grosses boîtes du CAC. On a des gens qu'on connaît, qu'on peut inviter. Là, on parle de tous ceux qu'on ne voit pas, par contre, qui font quand même le cœur de notre économie. Bien sûr. Donc, avec Perspective, on regroupe 17 cabinets qui ont 350 000 clients TPE, PME. Donc, on représente 10% de ces TPE et PME. Et donc, du coup, on voit bien qu'est-ce qui les touche, quoi. Antoine de Rickmatten, un mot quand même sur le chômage partiel et sur les perspectives d'avenir, parce qu'il y a un débat aujourd'hui, il y a un tour de vis, vous l'avez vu, avec des zones écarlates dans plusieurs villes, tout ça n'est pas favorable à l'économie et au moral. Elles se situent où, ces entreprises, en termes de chômage partiel? Est-ce qu'elles ont, ces TPE, PME, utilisé largement le chômage partiel? Elles l'ont utilisé, alors, elles l'ont demandé beaucoup, et utiliser moins. En gros, c'est intéressant. Elles sont prudentes et puis elles ont été bien conseillées. On leur a dit, le système existe. Ça, c'est les experts comptables, ça. Les experts comptables leur ont dit, faites une demande. Oui. Par contre... Sécurité d'abord. Et c'est pour ça aussi que le gouvernement avait fait son dispositif. Par contre, dans l'utilisation, on est entre 1 tiers et 50% d'utilisation seulement, parce que, bien évidemment, quand les choses ont redémarré, ils ont arrêté le chômage partiel, parce que, on le voit bien, le taux de fraudeurs est très très faible, et c'est pas des vraies entreprises, c'est plutôt effectivement des petits malins qui ont essayé d'utiliser le système. Oui, c'est effectivement tout à fait illégal. Sur les perspectives d'avenir, parce que c'est intéressant, vous avez quand même le thermomètre, c'est un baromètre, évidemment, auprès de ces PME. Elles vous disent quoi? Ce sont vos clients. Elles vous disent, nous, on repart, nous, on est inquiets, nous, on réfléchit à réduire la voilure. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Donc, ce qu'elles nous disent, c'est, et leur façon de faire, c'est tout ce qui n'est pas interdit est permis. D'accord? Et donc... c'est pas mal. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, donnez-nous des règles du jeu. Oui, c'est ça. Essayez de ne pas les changer toutes les 5 minutes, parce que c'est compliqué. C'est pas de la faute que de l'expert comptable, si je peux me permettre. Non, mais donc essayez de ne pas les changer tous les... Et par contre, quand on a des règles du jeu, on s'adapte et on saura faire. En termes d'emploi, concrètement, elles vous disent, nous, on met le pied sur le frein, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. En termes d'emploi, c'est un peu un problème qui existait avant la crise, c'est que les emplois qualifiés, précis, avec des compétences spécifiques, on en manque toujours. Et la crise n'a pas changé la donne. Et donc, ces manques d'emploi... Toujours une tension, c'est ça. Donc, il y a une tension sur un certain nombre de postes. Par contre, on les connaît, c'est les postes d'informaticiens, de tech, de transformation numérique. Pas forcément. Ça peut être aussi, vous voyez, dans l'industrie, un technicien qui est avec une spécialité. Et puis dans nos domaines, si je prends nos domaines, puisque avec les 17 cabinets, on représente aussi un certain nombre de personnes, puisqu'on a 16 000 personnes en fait qui travaillent dans nos cabinets. Des comptables, des gens qui font de la paye. Voilà. Donc, dès que ça devient un peu spécifique et un peu technique, aujourd'hui, c'est encore difficile de recruter. Donc, d'un côté, il y a des tensions sur certains métiers, vous ne trouvez pas les compétences. Oui. Et puis, de l'autre, vous avez des TPE, PME qui disent quand même, nous, la visibilité aujourd'hui, on ne l'a pas forcément, le carnet de commandes, on n'en est pas sûr.
elles sont un peu hésitantes ou pas? Elles sont hésitantes à embaucher des nouvelles personnes. Elles ne sont pas dans des plans de... On garde de nos départ. effectifs, mais on ne se projette pas. Mais, et justement, on garde nos effectifs parce qu'on pense que ça va redémarrer et que, comme vous l'avez dit, en fait, nous, on est sur 1000 implantations à travers la France. C'est très maillé. Du coup, certes, quand vous voyez les cartes, il y a le sujet des grandes villes, Oui. Puisque Classique, dans la les grande grandes ville, il y a du métropoles. brassage, Ouais. il y a plus d'étudiants, il y a plus de... par contre, il y a des toutes petites villes, il y a des zones rurales dans lesquelles le Covid, ils le voient plus quand même à la télévision que dans leur vie de tous les jours. Et dans leur vie de tous les jours, ils connaissent moins de gens qui sont des cas contacts. Plus éloignés. Et donc, du coup, eux, ils continuent. Voilà, quand vous prenez par exemple les petits commerces en campagne, eh bien, ils ont plutôt bénéficié de Oui. cette période. On est allé faire ses Parce courses. qu'on fait ses courses à proximité Ben oui. plutôt que d'aller dans la grande surface de la ville. Exact. Les artisans qui s'occupent de rénover les maisons, les Parisiens allant dans leur maison de campagne Ils avaient besoin. fait des travaux. Donc il y a... Ouais, c'est les effets vous voyez, induits de cette Il y a un crise. certain nombre d'effets induits C'est ça. qui sont pas que l'informatique et les Ouais. tuyaux informatiques dont C'est on parle. passionnant de rentrer Il y a dans ces aussi détails. tout un tas de petites choses. De petits secteurs. Ouais. Alors ces petites choses, c'est quand même une grande partie des emplois en France, quoi. Merci d'être venu nous éclairer, Antoine de Rickmatten, président du directoire Inextenso. Vous êtes surtout venu nous parler de Cercle Perspective. Il y a un site internet, http Cercle Perspective. Si vous voulez en savoir plus, c'est des baromètres à moments réguliers. Vous allez poursuivre évidemment vos travaux. C'est extrêmement maillé, très instructif. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. La suite de nos programmes, vous les connaissez, c'est Work in Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy Cléda est là. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Oui, Jérémy Cléda est avec nous, fondateur de Welcome to the Jungle. Bonjour Jérémy. Bonjour. Working Progress, on commence avec le RSE. On en parle souvent sur ce plateau. Responsabilité sociale ou sociétale, on peut dire d'ailleurs les deux formules. Et là, vous nous présentez une très grosse entreprise qui a décidé de s'engager. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de RSE sur ce plateau. Et d'ailleurs, souvent, on l'a évoqué d'une manière, souvent de la part des collaborateurs. Souvent, on dit, voilà, c'est une envie des collaborateurs que leur entreprise s'engage plus. Même d'ailleurs, c'est devenu un impératif parce qu'on voit que c'est un impact réel sur leur marque employeur, leur capacité à recruter. Et donc, la question aujourd'hui, c'est, une fois que l'entreprise a fait ce choix, c'est aussi maintenant une responsabilité de conseil d'administration, de direction générale. Comment on fait pour que ça redescende et que ça soit partagé un peu avec les collaborateurs, surtout quand on en a beaucoup. Donc on va en parler avec Claire Courturier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice RSE de SGS. Donc, pour rappel, SGS, c'est le leader mondial de la certification. Je crois que vous avez près de 90 000 personnes dans le monde. Donc on imagine que quand Je ne m'étais pas trompé, c'est une très grosse structure. quand ce sujet de RSE devient un peu le fil rouge d'une société comme la vôtre, comment on fait pour mettre ça en place et après pour le faire vivre dans le quotidien des gens ? Ouais. Donc en fait, en 2018, chez SGS, on a revu notre démarche RSE avec 3 axes prioritaires. Le premier axe, c'est celui de faire grandir la RSE dans les pratiques professionnelles, être plus vertueux en matière d'achat responsable, en matière d'éthique, de maîtriser mieux notre empreinte carbone. Le deuxième axe, c'est celui de la performance globale de nos clients, comment nos offres contribuent à cette performance. Et puis le troisième axe, c'est effectivement l'axe RH. On va parler des enjeux santé-sécurité, des enjeux de compétences, de formation, de l'engagement sociétal aussi. Aujourd'hui, je porte le ruban rose parce que notre entreprise est engagée, en soutien auprès de l'association Ruban Rose. Et effectivement, toute cette démarche, il faut l'expliquer, il faut la porter auprès des collaborateurs. Donc on a travaillé... C'est pas trop flou pour eux, RSE, quand vous leur en parlez comme ça? Parce que c'est un concept un peu évanescent pour certains. Alors en fait, justement, on a mis en place les dispositifs qui permettent d'expliquer, de comprendre, de leur faire comprendre les enjeux pour qu'ils puissent être aussi acteurs. Donc la démarche, elle a été construite avec les collaborateurs, avec nos parties prenantes. On a mené des enquêtes pour les interroger sur leur évaluation de notre performance sur les différents sujets. Et puis ensuite, on a construit cette démarche avec eux et j'ai été la présenter dans les différents sites vraiment pour être en contact avec les collaborateurs et pouvoir entendre leurs questionnements, leurs objections. Ça, c'était en 2018. Et alors, quelles étaient un peu
les enseignements de ces enquêtes? Qu'est-ce qu'attendaient en fait les collaborateurs? Alors, il y avait des gros enjeux sur l'engagement en matière d'empreinte carbone de la société. Qu'est-ce qu'on faisait pour diminuer nos gaz à effet de serre? Alors, on est un prestataire de services, donc on n'a pas d'usine, on n'a pas de grosses structures, mais malgré tout, on a quand même des laboratoires qui font des tests sur des produits, des laboratoires qui font des tests parfois sur des produits qui peuvent être dangereux, polluants, des produits pétroliers, des produits pharmaceutiques. Donc, il y a quand même des enjeux de déchets, voilà. On a des gros enjeux de mobilité chez SGS, puisqu'on a une flotte en France de 1300 véhicules. Bien sûr. Puisque Il faut aller sur les sites. Voilà, toute une autre Bien sûr. partie de notre métier, c'est de l'inspection, c'est de la certification. Donc, on se déplace pour aller à la rencontre de nos clients. Et puis, il y avait aussi des enjeux de qualité de vie au travail, d'environnement de travail. Enfin, tous ces enjeux-là étaient vraiment prégnants dans les demandes des collaborateurs. Pour être concret, est-ce que vous dites aujourd'hui, il y a le développement durable, il y a aussi l'idée qu'on puisse avoir une flotte que de voitures électriques, par exemple? Est-ce que cette réflexion, vous la portez jusque-là, pour être concret? Alors, la voiture électrique, c'est pas la panacée parce qu'en fait, ça dépend des usages que l'on a. Donc, l'analyse, elle est plutôt là. Quel est l'usage aujourd'hui que j'ai de ma voiture? Combien je fais de kilomètres? Ce qui est difficile pour un inspecteur qui se déplace beaucoup. Complètement, voilà. Donc, il faut parfois mieux avoir un véhicule récent avec un diesel propre, basse émission, plutôt qu'une voiture électrique ou hybride essence. Quand on fait beaucoup de kilomètres, c'est vraiment pas la bonne solution. Donc, toute l'analyse, elle est là, en fait. C'est vraiment un travail concret avec les personnes pour pouvoir identifier quelles sont les meilleures solutions. Et du coup, si vous parliez de réfléchir comment on peut accompagner aussi ses clients dans une démarche plus responsable, souvent l'entreprise, sur le sujet RSE, elle se concentre sur elle avant de regarder un peu ses parties prenantes. Ouais. Comment ça aussi, concrètement, ça peut se passer? Alors en fait, notre offre de service, elle répond aux engagements RSE de nos clients. De par nos actions de certification, de contrôle de produits ou même d'aide des services R&D sur l'élaboration de leurs produits, on fait des tests de performance, on fait des tests de sécurité, des tests de conformité. Donc notre offre de service, elle accompagne vraiment notre client dans sa démarche RSE et nos solutions contribuent à améliorer et à rendre ces entreprises plus responsables. Il y a de la pédagogie, c'est-à-dire quand vous allez chez un client, vous expliquez que vous avez fait ce choix et en fait vous transmettez finalement une culture RSE à vos clients. Oui, en fait on est vraiment passé sur toute l'année 2019 et 2020 par un programme de formation et y compris des équipes commerciales pour qu'ils comprennent bien quels sont les enjeux de la démarche chez SGS, mais qu'ils soient aussi à l'écoute des enjeux, des attentes de leurs clients. Comprendre ce que c'est qu'un rapport développement durable, une matrice de matérialité, aller vraiment identifier les enjeux prioritaires et voir comment l'offre SGS et les solutions qu'on propose y répondent complètement. Donc tout ça, ça a été un gros travail pédagogique pour que les commerciaux soient à l'aise avec ces sujets-là. Parce que les sujets de la RSE, vous le disiez, on en parle de plus en plus, c'est ancré dans les grosses structures, mais on ne travaille pas qu'avec des gros clients, des grands comptes, on travaille aussi avec des PME, et c'est vers ces clients-là qu'on a ce travail de pédagogie. Et puis si je peux rajouter également, l'intérêt, c'est qu'on essaie de nouer des partenariats aussi avec des fédérations professionnelles. Par exemple, on vient de nouer un partenariat avec la FEDEREC, qui est la fédération des acteurs du recyclage. Et donc là, on intervient aussi avec notre expertise, avec notre compétence, pour aller expliquer des sujets notamment autour de l'économie circulaire à ces acteurs du recyclage. Mais sur le plan économique, vous y voyez un intérêt économique? C'est des questions qu'on pose souvent, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté évidemment d'être vertueux. Mais il y a aussi une question d'enjeu économique. Vous dites SGS, on veut s'engager parce qu'il y a aujourd'hui aussi un développement économique à mener? Complètement. En fait, donc vous l'avez compris, il y a un développement économique lié à nos offres de services qui sont vraiment en lien avec la RSE. Et puis, il y a un vrai aussi intérêt économique sur la maîtrise de nos risques, que ce soit des risques d'efficacité énergétique, des risques de pollution, tout l'enjeu de l'attractivité aussi des nouveaux collaborateurs qui se présentent aujourd'hui sur le marché du travail avec cette prise de conscience. Mais vous les rencontrez, oui. Vous ressentez un impact, d'ailleurs, quand vous avez des candidats en entretien et que vous leur parlez de ces initiatives? Ah ben complètement. Et ce sont les premiers... Alors, les candidats sont sensibles à ces sujets, ils nous interrogent, ils nous challengent. Et les nouveaux collaborateurs qui arrivent dans nos sites et qui vont visiter différents sites, si le niveau n'est pas à la hauteur entre les différents sites sur le tri des déchets, sur la maîtrise des gaz à effet de serre... Hop, on vous sort, quoi. Non, vous n'êtes pas à la hauteur. On se fait challenger. Un petit ça. Mail, un petit coup de téléphone. Tiens, j'étais sur tel site, j'ai vu qu'il y avait des déchets, j'ai vu que si, comment ça se fait, voilà. Et c'est bien ça pour nous, c'est intéressant. C'est un peu une question que je voulais vous poser aussi, parce que évidemment, le sujet RSE, il est souvent soumis à critique. On dit que c'est un peu le paravent de certaines grandes entreprises sur ces sujets. C'est votre métier. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait aussi certifier
la démarche RSE globale d'une entreprise, On en a- avec des critères Ouais. communs, avec... il y a certains labels qui existent évidemment, qu'on cite extrêmement souvent, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller encore plus loin? Alors, il y a beaucoup de dispositifs de certification qui existent en matière de RSE. Il y a une norme qui est un connu guide. encore du grand public. Ouais, il y a une, alors, il y a des sujets intéressants. Donc, il y a une norme qui est l'ISO 26000, qui est une norme guide qui aujourd'hui est poussée par des organismes de certification dont SGS. Il y a tout un dispositif autour des achats responsables pour aussi inciter les entreprises à être plus vertueuses dans la manière dont elles achètent, le sourcing, mais aussi la relation avec les fournisseurs. Il y a le label numérique responsable pour engager les entreprises aussi sur des pratiques plus vertueuses en matière de numérique. Quelque chose, vous voyez, qui va dans ce sens. On parlait de candidats, je suis un peu biaisé parce que c'est aussi évidemment mon sujet de tous les jours. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de créer un label, vous savez, par exemple, qui parle aux candidats et qui leur permet de dire, bah voilà, cette entreprise, moi, ce sont on des est sûr, aspirations. c'est le label là. J'ai une certitude parce que, par exemple, un tiers de confiance indique que... On pourrait imaginer avoir ce genre Oui, de vous êtes challengé sur le plateau là, Ouais, vous avez vu très bien. par Welcome Mais ce to que the je voulais Jungle. vous dire aussi, quand on parle, c'est alors une on belle parle des candidats, mais on parle des consommateurs. Et aujourd'hui, on est partenaire aussi du Club Génération Responsable, qui est un club de retailers engagés en matière de développement durable. On va retrouver des enseignes C'est un comme sujet pour les consommateurs. exactement comme Biocop, comme Maison du Monde, comme voilà, vraiment des acteurs engagés comme la Micaline, vraiment des acteurs de tout secteur. Et là, on est en train de travailler avec eux à développer un label qui s'appelle le label Point de vente responsable. Et là, c'est vraiment pour que le point de vente puisse expliquer à ses consommateurs, à l'échelle du point de vente, quelles sont les actions de l'entreprise, de l'enseigne, au travers de ses produits, la manière dont ils distribuent, la manière dont ils vendent, pour vraiment apporter de la visibilité aux consommateurs. Et les agences de notation, pour terminer sur l'aspect financier, parce qu'il y a le volet évidemment sensibilisation pédagogique, il y a l'envie de convaincre vos clients et d'ouvrir des marchés, puis il y a les agences de notation qui sont de plus en plus sensibles. Vous le ressentez ça? Vous êtes bien regardé par ces agences qui disent c'est le bon chemin? On est bien regardé et ça devient même maintenant un passeport pour travailler avec certains acteurs. Donc il faut avoir effectivement, voilà, on a le bon diplôme, le Bell Award avec la bonne notation pour pouvoir s'ouvrir à des marchés et puis parler aussi d'égal à égal avec certains comptes clés. Donc ça c'est très important, très aussi pour avancer et développer votre entreprise. Claire Couturier, merci de nous avoir rendu visite. Je vous en prie. SGS France, mais comme son nom l'indique pas, c'est une entreprise mondiale. Vous êtes implanté partout dans le monde. Combien de collaborateurs au total? Alors 90 000 dans le monde et 2800 en France. Donc vous avez fait un tour du monde complet pour aller à la rencontre de vos collaborateurs? Alors non, moi je suis uniquement sur le périmètre France. Voilà. On a un service d'un département. Parce que sinon ça faisait quelques voyages. Voilà, c'est ça. Merci Claire Couturier. Jérémy, vous restez avec moi évidemment pour la suite de notre programme avec Travailler demain, toujours dans notre rubrique Working Progress. C'est tout de suite. Jérémy, Travailler demain avec, là c'est pareil, c'est la notion d'engagement dont on va parler. On en parle beaucoup avec votre invité que vous allez nous présenter. Oui, et d'ailleurs on a fait un petit lien juste avant parce qu'on parlait de consommateurs qui souhaitent être plus avertis. Ténu. Oui, je cherche un lien. Oui, voilà, faut une passerelle. On l'a créé à peu près avant. Oui, on va parler de gaspillage alimentaire. C'est un sujet pas si loin du précédent, mais en tout cas c'est le cas. Avec Sarah Chouraki, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice France de Too Good To Go. Arnaud, si vous ne connaissez pas encore Too Good To Go, vous allez le télécharger sur votre... J'ai vu que c'était très anglais. Sur votre téléphone. Moi, je vais le faire, bien sûr. C'est une appli pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc concrètement, grâce à cette appli, vous permettez d'être mis en contact avec des commerçants qui peuvent revendre leurs invendus. Quelques chiffres, parce que les chiffres ils sont très évocateurs. D'ailleurs, je regardais, vous avez partagé récemment qu'avec le groupe Casino, par exemple, vous avez permis de sauver 2 millions, je crois, de repas avec ce partenariat. Le gaspillage alimentaire, c'est quoi comme volume? Moi, je me souviens au tout début de Too Good To Go, avec Lucie qui avait lancé ça en France. Vous disiez que si le gaspillage alimentaire, c'était un pays, ce serait le 3e pays le plus pollueur au monde. Je crois que c'était ça le message. Qu'est-ce que ça représente et comment on peut lutter contre ça? Exactement. Donc, pour donner un chiffre qui est en fait le chiffre un peu clé, c'est qu'un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde est jetée à la poubelle. Donc, le chiffre, il est assez marquant. Voilà, c'est un tiers. En France, ça représente 10 millions de tonnes de nourriture qui est jetée chaque année. Et en fait, ça, c'est une aberration. Donc, jeté, brûlé, détruit, mis en décharge. Exactement. En tout cas, qui n'est pas consommé.
Et en fait, ça représente c'est une aberration à la fois économique, parce que du coup, ça représente beaucoup de millions d'euros. C'est une aberration sociale, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'insécurité alimentaire. Et en plus, c'est une aberration écologique, parce que comme vous le disiez, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e plus gros pollueur après la Chine et les États-Unis. Et en fait, ça représente 8% des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est un modèle quoi, de surconsommation capitaliste totalement débridé. C'est pourquoi on a autant de déchets. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le gaspillage alimentaire a lieu tout au long de la chaîne. Donc en fait, c'est un peu une superposition, on va dire, d'écart qui est fait. Une grosse partie a lieu dans les foyers. Et en fait, c'est une des choses que nous, on a voulu attaquer en fait, avec l'application To-Go. Exactement. Et ensuite, il y a une grosse partie dans la distribution aussi. Donc aujourd'hui, c'est là-dessus que nous, on se concentre pour essayer d'apporter une solution concrète et simple à tous les citoyens et à tous les commerçants qui veulent faire un geste pour la planète. Alors, on parlait un peu d'engagement avant, et aussi de la manière dont les collaborateurs et les candidats se retrouvent dans une entreprise. Quand on a une mission aussi forte, comment on fait pour s'assurer de la cohérence entre ce qui est vu à l'extérieur, ce qui est vécu à l'intérieur? On imagine que les gens qui vous rejoignent, ils ont envie de porter cette mission au mieux. Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a face à l'urgence climatique et sociale, les gens ont envie vraiment de faire quelque chose et les entreprises ont un rôle à jouer. Donc nous, on a la chance en fait, d'avoir ça dans notre ADN. C'est-à-dire que dès le départ, la mission a été faite pour ça. Mais du coup, il ne faut pas décevoir les candidats qui nous rejoignent. Oui, ils doivent avoir des attentes très élevées, quoi. Exactement. Non pas qu'ils en ont peut-être moins pour d'autres, mais en tout cas pour vous, ils doivent se dire... J'ai mis la barre très haut. Oui, tout à fait. Et donc la façon dont on essaie de le vivre, c'est déjà d'avoir des valeurs extrêmement fortes, qui sont très cohérentes, et notamment où l'impact revient énormément, mais aussi la simplicité. Parce qu'en fait, on sait que par rapport à tous ces gros problèmes qui nous dépassent, l'idée, c'est d'avoir des choses simples et assez rapides à mettre en place. Et en fait, la façon dont on le fait, c'est en proposant aussi un peu une sorte d'école de l'engagement en interne. Donc, ça demande quand même pas mal de préparation. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est acteur. Et ça, nous, on y tient beaucoup. C'est-à-dire que nous, en tant que direction, entre guillemets, c'est pas à nous de tout faire. C'est qu'on veut aussi engager les salariés qui nous rejoignent. Donc, pour donner des exemples concrets de choses qu'on va faire, il y a à la fois beaucoup d'éducation sur le gaspillage alimentaire, parce que les gens qui nous rejoignent, ils sont très engagés, souvent écolos, mais ne sont pas forcément des experts. Totalement convaincus, forcément. Quand Exactement. Donc là, on va plutôt leur apporter en fait, une demi-heure par semaine, par exemple, de grands chiffres, de grosses lois qui parlent du gaspillage alimentaire. On va aussi organiser... Et ça a bougé, il y a eu des travaux à l'Assemblée nationale sur cette question. Ça avance, et c'est surtout que comme nous, Togo, on veut être un leader mondial, on tient aussi au courant de ce qui se passe dans le reste des pays, et notamment à l'Union européenne. Bien placée la France ou pas sur cette question? Oui, la France a été un des premiers pays à légiférer, en fait, notamment en 2016 avec la loi Garot. D'ailleurs, vous parlez un peu d'international, je crois que c'est un peu un gros sujet en ce moment chez Too Good To Go. De ce que j'ai compris, vous vous lancez aux États-Unis. Comment on vit alors ce genre d'expansion aussi? Parce que parfois, quand on croit si vite, la mission elle peut être un peu chahutée par tout ça. Comment ça se passe, cette actualité? Le plus gros pollueur et gaspilleur, les États-Unis. Ouais, les États-Unis, c'est 40%, donc c'est encore plus que la moyenne mondiale. Donc c'est pour ça qu'on voulait absolument y aller. Mais on voulait être prêt, parce que s'attaquer aux États-Unis, c'est pas forcément le plus facile. Et c'est aussi pour ça que Lucie, la fondatrice, est partie là-bas pour emmener toute son expérience de 4 ans en fait, d'expansion. Parce qu'il y a eu 14 pays qui sont lancés en Europe, donc c'est vrai qu'on avait un peu d'expérience. La façon dont on essaie de protéger un peu justement la culture, c'est vraiment, encore une fois, revenir à des valeurs et des choses concrètes en interne. Donc c'est vrai qu'on tient beaucoup en fait à vraiment continuer à parler de tous ces sujets-là. C'est-à-dire que tous les lundis matins, par exemple, on commence nos réunions d'équipe par ce qu'on appelle nous une green story. Donc c'est une histoire positive écologique que chaque salarié en fait va porter le lundi matin. Et par exemple, ça c'est un truc qu'on ne veut pas arrêter de faire parce que on met l'écologie et l'engagement au cœur de l'entreprise et ça se voit dès le lundi matin quand on arrive. Un citoyen collaborateur, Sarah Chouraki, directrice générale France de To Go, avec un jeu de mots, on a vu votre synthé évidemment, deux os à tout. Merci, et qui va élargir son spectre jusqu'aux États-Unis, qui est un enjeu évidemment très fort. Merci d'être venu nous rendre visite en Working Progress. Merci à Jérémy Cléda, on se retrouve très bientôt, évidemment, comme d'habitude, avec vos invités. C'est la suite de notre programme, c'est le cercle RH et les experts. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, puisqu'on balaye l'actualité de la semaine. Il y a ce rapport de la Cour des comptes sur la Sécu, il y a ce tour de vis sur 5 villes supplémentaires qui sont passées en zone écarlate, et puis il y a un débat autour évidemment de l'emploi. On en parle avec mes experts, ils sont là. Après cette courte pause, on les retrouve.
Le cercle RH, le retour dans Bismart, c'est les experts de Smart Job, comme chaque semaine. Je vous les présente parce qu'il y a beaucoup de sujets. Carole Couvert est à mes côtés. Bonjour. Bonsoir et bonjour, parce que bonsoir, non, on est le matin. Bonjour. On est en direct, bonjour. Vice-présidente du CESE, le Conseil économique et social et environnemental. Benoît Serre est à vos côtés, vice-président de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. C'est quoi? C'est plus de 3000 5000. C'est 5000, oui. 5000 DRH 5000 membres. au sein de ce mouvement. Puis vous êtes senior partner au Boston Consulting Group. Et puis avec nous, François Vigne. Bonjour François, fondateur et directeur associé de Sycomore Corporate Finance. Et puis vous êtes un des membres éminents des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'être avec nous. On va voir des sujets sur lesquels vous allez forcément réagir. On va parler de la pauvreté avec ce million supplémentaire de personnes qui vont basculer en dessous du seuil de pauvreté. D'abord, commençons quand même rapidement d'un tour de table. Ce nouveau tour de vis, 5 villes qui passent en écarlate, c'est-à-dire on a vu Marseille, on a vu Paris, et puis on a Lyon, Grenoble, Lille, Saint-Étienne, en l'occurrence 4. Carole Couvert, peut-être, quel est votre sentiment? Parce qu'au-delà du fait qu'on n'a pas le choix et que ça tombe comme un coup près, c'est quand même extrêmement délicat pour l'économie locale, pour le moral même, tout simplement. Oui, c'est extrêmement délicat. En revanche, il faut noter et saluer les annonces qui ont été faites par Bruno Le Maire, à la fois d'étendre à 31 nouveaux secteurs les possibilités d'aide, de leur donner la possibilité d'avoir une rétroactivité sur les exonérations de charges de février à mai. On repousse encore. Oui, oui. Et également de s'inquiéter de la fin des PGE, des prêts garantis par l'État, et donc de proposer une poursuite avec un taux qui sera au maximum de 2,5, parce que dans la poursuite. Vous voyez qu'on est sur le taux de 2,5, il avait été contesté ce taux. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Parce que ce qui va compter à l'avenir, ce sont aussi les fonds propres des entreprises, dans leur capacité à investir, à innover. Et donc là, on a un certain nombre de mesures qui sont positives, qui arrivent au bon moment. Pour autant, la question qui va se poser, c'est ces secteurs qui vont refermer pour une deuxième fois. Et donc, qui vont avoir finalement du mal à repartir bar, ensuite. Restauration, enfin bar en particulier. Et puis à un moment donné, avec tous ces milliards qui pleuvent, il va falloir se poser la question de la manière dont on rembourse. On va y venir. Parce que ce n'est pas un cadeau, c'est de l'argent qui coule à flot. Le quoi qu'on en coûte, comment le finançons-nous? Benoît Serre, François Vigne, on est rentré dans le débat parce qu'il y a ce tour de vis, on a compris, il y a des zones écarlates, il faut protéger les populations. Et puis derrière, évidemment, Bruno Le Maire, aux côtés du ministre de la Santé, apportait de nouvelles mesures de soutien avec cette question que tout le monde se pose. Mais combien de temps l'État lui-même peut-il tenir à ce rythme de soutien financier? Parce que c'est vrai qu'on va voir le rapport de la Cour des comptes sur la Sécu, les déficits se creusent, ils deviennent abyssaux. On se dit jusqu'à quand on repousse la dette, mais à un moment donné... Le gouvernement maintient la position qui est la sienne depuis le début, c'est-à-dire que préférer l'emploi au déficit, très bien. C'est vrai qu'il faut reconnaître, le système a plutôt bien fonctionné sur un plan d'emploi. Combien de temps il fonctionnera bien sur un plan d'emploi, c'est un autre point, mais pour le moment, ça tient. La situation sanitaire telle que vous l'avez décrite fait que les entreprises aujourd'hui sont dans une situation de plus en plus difficile parce que toutes ces nouvelles restrictions, par ailleurs légitimes, moi je ne suis pas médecin, viennent se poser sur des boîtes hyper fragilisées. Donc, déjà fragilisées, il y a un vrai risque. Et puis on n'arrive pas à stabiliser les choses, quoi. On avait imaginé qu'en septembre, on pourrait développer des plans de relance. On repartait en septembre. Voilà. Quant à la dette abyssale, les chiffres veulent presque plus dire rien du tout. Quand on est à 130% d'un côté, que la tempête Alex, on annonce 1 milliard d'aides, et c'est très légitime tout ça. Alpes-Maritimes, mais je pense que plus fondamentalement, il y a le remboursement, et puis ça pose un autre problème. C'est-à-dire que les réformes structurelles, comme les retraites, comme le congé paternité, comme tout ça, dont on dit ça coûte 500 millions pour congé maternité, 30 milliards pour les retraites. Allongement des délais. Paternité. Congé paternité, pas maternité. Oui, pardon. Les Français, les citoyens français, on leur justifie des réformes depuis des années en disant parce qu'il y a un déficit là, un déficit là. Mais là, on marche à l'envers. On trouve, si on cumule, on est à 5 ou 600 milliards entre ce qui a été fait pendant la crise et aujourd'hui. Donc il va y avoir un moment où le discours politique va être complexe. Parce que comment vous pouvez expliquer... surtout le discours politique de pré-campagne présidentielle. Voilà, vous devez réformer les retraites, par exemple, parce qu'il y a 30 milliards de déficit, alors que de l'autre côté, on a trouvé 500. François Vigne, vous en pensez quoi? Voilà. Parce que là, on rentre dans une phase, c'est vrai que notre débat vient se percuter au calendrier politique. On est à 2 ans d'une présidentielle, il faut réenchanter, redynamiser, re-raconter une histoire dans un contexte où l'État s'endette, et on nous dit pour... un millénaire, je blague, mais pour des centaines d'années.
Moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'on est encore dans l'urgence. Et en permanence, ce sont des mesures d'urgence, alors même qu'il est probable que la crise du coronavirus peut durer jusqu'à l'élection présidentielle. Tout démontre que s'il n'y a pas de vaccin, on est parti pour 2 ans à 2 ans et demi. Donc c'est plus d'urgence. Et donc il faut arrêter de gérer tout ça dans l'urgence, parce que si on gère dans l'urgence, on n'aura que des mauvaises solutions. Il faut par ailleurs qu'on soit attentif à ce qui se passe ailleurs. Enfin, la stratégie, là encore, du confinement ou du contournement ne fonctionne pas. Pour l'instant, elle ne fait que retarder les choses. On voit également ce qui se passe en Suède et finalement, aujourd'hui, le bilan... les bilans peuvent être comparés. Vous dites quoi? Il vaut mieux qu'on s'auto-immunise? Je pense qu'aujourd'hui, il est urgent de prendre du recul et pour les gouvernements de raisonner à long terme et d'arrêter de raisonner dans l'urgence. Parce que l'urgence est anxiogène pour les citoyens et anxiogène pour les chefs d'entreprise. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Les PGE ont fonctionné, mais pour l'instant, nous, on travaille aussi sur des situations de restructuration. Elles sont en train de se réaliser. On a gagné 6 mois. Mais ça ne va pas durer. Parce que certes, on prend en charge les salaires, mais après, il y a les loyers, il y a les taux d'intérêt à la dette qu'on ne prend pas en charge. Et donc, on va voir les situations exploser au prochain trimestre. Et l'État ne pourra pas tout financer. Donc aujourd'hui, il est urgent de reposer les choses. Je ne vais pas donner des solutions aujourd'hui, je ne suis pas là pour prendre la place du gouvernement. Mais en revanche, il y a urgence à se replacer dans une position de long terme parce qu'on voit aussi les conséquences. Sur la pauvreté, vous en parliez, il y a des conséquences dramatiques. Sur le financement de la 1 million de personnes. Et donc aujourd'hui, comment on en sort, comment on finance et comment on fait. Et il faut reprendre une perspective de long terme. Juste d'un mot chacun, parce que je veux que vous entendiez Laurent Pietraszewski. Il était notre invité hier et évidemment, il martèle l'idée que c'est l'emploi d'abord, avant toute chose. Laurent Saint-Martin, qui est le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale, qui est un député LREM, qui disait il y a quelques semaines, j'avais gardé cette petite phrase en tête, de toute façon, il ne faut pas rêver, il y aura plus de 15% d'entreprises qui ne pourront pas régler leur PGE. C'est-à-dire qu'on est en train de repousser une dette de mois en mois, alors que le gouvernement sait que globalement, ils ne pourront pas payer. Il y a les cotisations, il y a les loyers, et il y a les dettes qui s'accumulent. C'est très compliqué. Ouais, mais vous pensez quoi? Il faut obliger l'entreprise à payer au risque qu'elle se casse la figure, ou on dit on fait une croix sur la dette, on accepte de faire une croix sur cette dette? Cette décision, elle appartiendra au gouvernement le moment venu. Et pour l'instant, il est caution. Mais je crois que l'urgence, et je reviens sur le propos de François, c'est de sortir, malgré la situation, du discours anxiogène. Parce qu'au-delà des secteurs qui sont fermés actuellement, on voit très bien que pour les pans d'activité qui sont encore ouverts, les consommateurs ne sont plus au rendez-vous. Parce qu'on fait peur. Ce matin, on parle de potentiel reconfinement à Noël. Oui. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à trouver un chemin. Vous voyez qu'Esther Duflo est peut-être pas totalement tort dans sa prospective. Oui, mais du coup, ça pose la question. On en avait parlé la semaine dernière. Comment vivre? On en a déjà parlé la semaine dernière de comment vivre avec le virus. Et je crois que c'est là-dessus que nous devons travailler. Urgence et stratégie à moyen terme. À rassurer les citoyens, à rassurer les consommateurs et à permettre aux entreprises de Écoutez juste Laurent Pietraszewski et je vous fais réagir juste après parce qu'il y a un débat sur les finances publiques. On va voir le rapport de la Cour des comptes. Puis il y a des ministres évidemment qui relaient cette parole et c'est très bien. Écoutez ce que disait Laurent Pietraszewski. Il ne faut pas d'abord commencer à relancer la machine de l'emploi pour réfléchir à une réforme des retraites qui soit stable. Mais vous avez sans aucun doute raison sur le fait qu'il y a des priorités. Dans l'ordre. Quelle est la priorité aujourd'hui? La priorité, c'est d'ailleurs l'objet de notre échange depuis 20 minutes, c'est l'emploi, c'est la situation des entreprises, c'est comment on aide les entreprises à passer cette crise, parce que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Comment on les met en situation... font de la cotisation. Voilà, comment on les met en situation de réussir et de se transformer au travers notamment du plan de relance et des opportunités que nous avons mis sur la table. Benoît Serre, c'est intéressant. Alors, j'irais dire, il défonce une porte ouverte, le ministre. Il dit les entreprises créent de l'emploi. Vous dites que c'est pas mal, non, qu'une entreprise crée de l'emploi? Un membre du gouvernement rappeler quand même que c'est les entreprises qui créent des emplois. Ça. Parce que pendant quelques mois, on a eu le sentiment que c'était ou les centrales syndicales ou les gouvernements. Mais c'est les entreprises qui créent des emplois. Donc ça, c'est un premier sujet. Ce que disait François Hegnet est très juste. C'est un pic à Carole Couvert, non, fait, là. Pas du tout. Si, j'ai vu qu'elle clignait des yeux. Ça se réglera ensuite. Ce que disait François Hegnet est très juste, c'est-à-dire que... Et je ne pense pas qu'ils aient d'autres solutions. Ils poussent la montagne devant. C'est exactement ça. On sait aujourd'hui sur les plans sociaux qu'on en a finalement assez peu, qui concernent peu d'emplois, mais parce qu'ils tomberont en mars-avril. Parce qu'on repousse. Mais à la fois, pour deux raisons. Un, on repousse, on ne pourra pas repousser demain. Puis l'autre raison, qu'est-ce que font les entreprises en ce moment? Elles sont en train de construire leur budget 2021, de regarder un petit peu l'état de la situation, quoi. Et c'est de là. Et après, les process sociaux, il faut que globalement, vous tombez sur mars-avril 2021. Donc, protéger l'emploi, oui. Bruno Le Maire disait l'autre jour, cette dette se remboursera par la croissance. Je parle sous le contrôle d'un expert, mais je pense que la France n'a jamais été capable de rembourser de la dette par la croissance depuis 30 ans. Donc, il y a assez peu de raisons qu'on y arrive sur ce coup-là. Alors, une croissance à 2 chiffres. Voilà. D'autres, tu as réussi. Hein. Même des pays moins riches que nous, d'ailleurs, comme le Portugal. Mais d'autres, tu as réussi. Voilà. Après, je pense que, certes, il faut projeter du moyen terme, et vous avez raison. Je pense aussi, et c'est un peu ce qu'on avait dit l'autre jour, c'est-à-dire que le plan de relance et différentes mesures, en fait, elles ne sont pas restructurantes. C'est comme des rustines, quoi.
mais très utile, qui sauve des emplois et donc les gens... On est dans l'urgence qu'évoquait François Vignes. En revanche, ce qui serait dramatique, c'est que tout cet ensemble-là nous empêche de faire des réformes structurelles parce que, quoi qu'on en dise, et non pas quoi qu'il en coûte, cette période a révélé qu'on avait certes un modèle social fort, mais aussi un modèle social complexe. Et oui, bien sûr. Et que cette lenteur... Et plus lent à redémarrer. L'administration, etc., avait quand même... Sa lourdeur, donc bien sûr. Il s'agit de trouver une sorte de nouvel équilibre entre un modèle social dont il ne s'agit pas de le remettre en cause fondamentalement dans ses principes, mais de le rendre plus agile. Mais en revanche, de le rendre plus agile, plus adapté. Et voilà, donc c'est un petit peu cet équilibre-là. Or, la situation économique fait que ça paraît compromis et la perspective des présidentielles à terme... faire des réformes structurelles. Complique. C'est pas un plan de restructuration, en fait, c'est un plan d'urgence. L'emploi, comme on aurait dit, oui, Europe. Pour que ça dure dans le temps, il faut mais la question, c'est penser. Comment on fait des emplois? Parce que là encore, voilà. le ministre parlait du plan de relance, mais le plan de relance, il est déjà obsolète, en fait. Et on s'aperçoit là encore, je pense que le gouvernement sous-estime la réactivité, la capacité d'agilité des Français. Les Français, comme l'ensemble des hommes, s'adaptent. Et aujourd'hui, on voit bien aussi que les Français, ils épargnent. On leur donne de l'argent, mais ils épargnent. Énormément. Donc ça veut dire que donner de l'argent aux gens pour qu'ils épargnent, c'est pas la bonne solution. Aujourd'hui, et je suis pas un étatiste, mais il faudrait que l'État investisse beaucoup plus. Il faut mieux aujourd'hui que l'État refasse c'est incroyable de tous les bâtiments pour donner des emplois aux entreprises du bâtiment. Il vaut mieux qu'il achète des voitures pour renouveler les voitures de la police, bien sûr. qui sont en plus terriblement polluantes. On a commencé dans la police. L'argent à des gens qui vont l'économiser. Si on veut créer des emplois, il faut dépenser en direct. Et c'est un non étatiste. C'est un changement de paradigme, si je peux me permettre. Qui parle, c'est des entrepreneurs, mais aujourd'hui, il faut aller des mesures efficaces. Et donc, il faut arrêter de faire des plans à 10 ans qu'on ne sait pas maîtriser. Il faut à la fois avoir la vision long terme, mais être capable de s'adapter très vite à une situation mouvante. Et ça, nos gouvernements, pour l'instant, n'ont pas une bonne capacité à le faire. Et c'est là qu'il faut changer d'urgence. Je veux surtout des lettres de rénovation thermique. Alors ça, c'est un vieux sujet, c'est 15 ans qu'on en parle. Il y a eu la loi Duflot, rappelez-vous. Vous avez regardé comment vous obtenez cette aide. C'est d'une complexité phénoménale. Tout à fait. Alors qu'on aurait fait, comme le dit François, un truc très simple, en disant, voilà, l'État en finance jusqu'à 50% de la rénovation thermique et on ne vous pose pas 36 000 questions sur cet dessus. Et on y va. Immédiatement, vous aviez des tonnes d'emplois qui se créaient pour le faire. Enfin, il faut préciser quand même que sur ce dossier qu'on a traité ici, à l'origine de l'annonce, il y a un débat autour des bailleurs, autour des propriétaires privés qui, pour certains, ne veulent pas enclencher une rénovation de leurs biens, puisqu'en fait, ils n'en profitent pas directement. Il y a donc des enjeux un peu techniques et effectivement un peu une usine à gaz. Mais si on s'occupe toujours des contraintes, on ne gère rien. Il faut avancer. Il faut arrêter les détails. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Une association qui en regroupe une quinzaine d'ailleurs, dont la Fondation Abbé Pierre et quelques autres, commence à tirer la sonnette d'alarme, parce que là, on parle des déficits, et on va en parler, c'est-à-dire d'entreprises qui sont en difficulté. On parle d'1 million en plus de personnes qui vont basculer sous le seuil de pauvreté. C'est les conséquences sociales de ce Covid, très concrètes, des étudiants, des artisans, des précaires, des intérimaires. Qu'est-ce qu'on fait, là, concrètement? Parce que les associations proposent de remonter les barèmes du RSA, de remonter les aides sociales. Est-ce que c'est une solution? Je ne sais pas si c'est une solution, parce que, pareil, ça va rajouter du déficit au déficit. Mais on est parti dans le déficit, quand même, là. Oui, mais on y va droit. À un moment donné, il va falloir canaliser tout ça. La problématique, c'est qu'encore une fois, ça n'est pas de l'argent gratuit. On a ouvert complètement... On a un peu l'impression, Carole Couvert, si je peux me permettre. Mais là, aujourd'hui, mais justement, ça, c'est dramatique, parce que ça ne donne plus de valeur à l'argent, ça ne donne plus de valeur à l'aide. Donc ça, c'est un autre sujet. Nous, au niveau du Conseil économique, social, environnemental, depuis le mouvement des Gilets jaunes, on a tiré la sonnette d'alarme, on a sorti un rapport qui s'appelait « Fracture et transition, réconcilier la France ». On a, au mois de juin, sorti une résolution qui s'appelle « Construire demain ». Et on a, au mois de juillet, répondu au président de la République sur des pistes et des propositions pour sortir de la crise que nous connaissons. Donc vous anticipiez dès les Gilets jaunes une fracture sociale? Oui, mais elle était évidente, puisque la grogne était basée à la base sur on va dire une forme de révolte fiscale. Et territoriale. Et elle a révélé des fractures et des failles qui ont été amplifiées par la crise. Alors, trouver des solutions, oui, mais encore une fois, je pense maintenant, il faut mettre les acteurs autour de la table, discuter de solutions potentielles, mais discuter aussi du financement. Il ne faut pas ouvrir les vannes comme ça en grand. Il faut se poser maintenant sérieusement la question du financement. Vous reconnaissez collectivement que c'est un casse-tête chinois pour le gouvernement, parce que, si je peux me permettre, il a à la fois une gestion de l'urgence, parce qu'il faut colmater, je dirais, des brèches dans la digue, puis se projeter pour évidemment pouvoir emmener nos bateaux le plus loin possible. Enfin, c'est un casse-tête. L'avantage, c'est qu'on a quand même beaucoup de fonctionnaires pour penser à ça, et que logiquement, certains trucs pourraient réfléchir. Mais mis à part ça... Vous trouvez qu'ils ne pensent pas assez, nos fonctionnaires? Oui, c'est compliqué. Non, mais globalement, je pense que par rapport à la masse de matières grises que nous avons, objectivement, les résultats ne sont pas très bons. Mais
Mais objectivement... Beaucoup de cerveau, mais peu de résultats. Mais objectivement, la situation est compliquée, mais là encore, il faut être plus réactif, comme on le disait. Il faut viser le long terme et voir comment on finance sur le long terme, parce que de toute façon, les problèmes vont se multiplier. C'est le cas pour les déficits de la sécurité sociale, c'est le cas pour les retraites, et donc de toute façon, on va y avoir des situations de pauvreté. Alors, moi, je ne suis pas venu avec mes livres, mais ce qui est vrai... Mais elle lit beaucoup, Carole Couvert. Il y a par ailleurs un document que je vous conseille de lire. Je ne suis pas le représentant du Vatican, mais qui est l'encyclique du pape sur tous frais, parce qu'il y a également un appel à la fraternité. Et nous, la fraternité aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est aussi, par exemple, d'encourager tous nos membres aujourd'hui à recruter des jeunes. On lance une grande initiative pour recruter 10 000 jeunes au sein de nos entreprises, pour avoir des jeunes, des stagiaires, parce que l'un des gros problèmes aussi, c'est la pauvreté des jeunes, c'est la difficulté d'accès à l'emploi. Et donc aujourd'hui, il faut que nous avancions focus, priorité sur les jeunes. Ce qui ne veut pas dire qu'on oublie les plus âgés, hein, parce que l'idée, c'est pas de faire ça au détriment des plus âgés, mais il y a une priorité forte de nos jeunes. Il faut que nous permettions à nos jeunes d'accéder à l'emploi, de rentrer dans l'entreprise, quitte nous-mêmes à partager. Je veux dire, on est une collectivité, on peut aussi faire des efforts. Mais pour ça, il faut que les chefs d'entreprise aient confiance. Et le contexte est très difficile à ce niveau-là. Donc on est sur une espèce de quadrature du cercle. Je n'ai pas de solution miracle, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que le plan de relance devait répondre à ça, mais le plan de relance a été bâti en n'imaginant pas une deuxième vague aussi violente. Avant de nous quitter, il nous reste du temps, bien entendu, mais il y a ce rapport de la Cour des comptes. Alors, la Cour des comptes souvent tire les oreilles des gouvernements successifs, pas uniquement celui de Macron, mais de Castex, mais de tous les autres. Attention, vous dépensez trop, c'est souvent le mot qu'il dit. Alors là, sur le rapport de la Cour des comptes, sur la Sécu, 44,4 milliards de déficit, 136 milliards au global. Les 5 branches sont, vous allez me dire, Benoît Serre, fort logique, vu le coût Covid. Le président Moscovici dit quand même, attention, c'est un système qui se finance, c'est notre modèle social par la cotisation. Aujourd'hui, on est en déséquilibre. Il ne faut pas que notre modèle social s'effondre ou qu'il soit financé par l'emprunt. Et il est déjà... Mais déjà, on n'a pas attendu la crise Covid pour faire financer le modèle social français par l'emprunt. Autre volet qui fait dire, est-ce qu'on est en capacité de maintenir notre modèle social ? Est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité, avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est intéressant de l'amener à la fin, la Sécu, se dire, est-ce que notre fameux modèle social envié par beaucoup de pays, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas en très très grand danger ? Alors je crois que c'est plus le modèle social, il est plus envié par beaucoup de pays, parce que là encore, quand on dit qu'on dépense trop, c'est vrai qu'on dépense trop, mais en plus on dépense mal. Effectivement, malheureusement, l'hôpital. Le système français a montré qu'il était en faillite au moment de la crise du Covid. Il a mal réagi par rapport à d'autres États. Et quand la Cour des comptes donne un satisfecit à la politique familiale, on a moins dépensé, mais aujourd'hui, une natalité en forte baisse. C'est le résultat de 10 années de destruction de la politique familiale. Exact. Et donc aujourd'hui, on a un système qui non seulement nous coûte cher, mais qui en plus ne marche pas. Donc qui n'est pas efficient. C'est un anti-modèle social. Aujourd'hui, c'est un anti-modèle. Ouais, c'est intéressant, Benoît Serre, ça. Non, parce qu'on le vend comme le saint des saints des modèles en Europe. On se rassure en disant cela. Oui, donc il s'effondre. C'est un modèle social qui a quelques marronniers là, qui ont été posés. Alors, le Conseil national de la résistance. 45. Voilà, qu'on ait un modèle social de bonne qualité, c'est le minimum qu'un pays riche comme la France. Moi, j'entends qu'il n'est pas de bonne qualité en termes d'efficience. Mais aujourd'hui, il est quasi interdit de le réviser, en fait. Il est quasi interdit d'y toucher. C'est le chiffon rouge. C'était bon. Donc ça, c'est... Après, la question du million de gens qui passent sous le seuil de pauvreté, elle est à relier quand même à quelque chose qui sont l'histoire, Carole l'évoquait tout à l'heure, des Gilets jaunes. C'est-à-dire que c'est quoi la réaction ? C'est les gens qui étaient juste à la limite, mais juste à la limite, et qui viennent de passer juste en dessous de cette limite. Mais ça, c'est le Covid qui a accéléré le processus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un sujet de structure de la rémunération en France. On a un sujet de structure de la rémunération nette. Et là, on retombe sur votre modèle social. Exact. Le fameux reste à vivre. Le reste à vivre des gens. Quand on a retiré impôts et charges. La multiplication, je ne suis pas un libéral acharné, mais enfin la multiplication des politiques de niche. Entre ceux qui gagnent ceci, ceux qui gagnent cela, ceux qui gagnent pas ça, ceux qui gagnent pas ça. Les fameuses niches. Fait qu'on ne comprend plus rien, d'une part, et que surtout, vous avez des tas de gens qui, par le système des aides ou pas des aides selon lequel vous êtes, en fait, ils se retrouvent en dessous du seuil, alors qu'ils gagneraient moins d'argent, ils seraient mieux protégés. Donc on a une espèce de système qui est total. Le seuil est contesté d'ailleurs, il suffit d'être 10 € au-dessus, on n'a pas les aides. Et on s'achète en permanence une conscience, comme on l'a fait sur la réforme des retraites, comme on le fait sur la réforme, en disant on va faire payer les gens du haut pour les gens du bas. Le problème, c'est que les gens du bas, il y en a de plus en plus, et les gens du haut, il y en a de moins en moins. Et donc, vous avez une espèce de problème structurel qui se crée. Sans que vous nous le disiez directement, on s'effondre un peu. Tout ça, comment c'est en train de... Le président Moscovici, il peut dire ce qu'il veut. C'est vrai qu'on était à 1,9 milliard de dettes, on est passé brutalement à 44 milliards. Mais enfin, en même temps, c'est des choix... on aurait pu faire le rapport avec François et Caroline. On connaissait les résultats. Beaucoup s'y attendaient, c'est pas une nouvelle... Mais le sujet, c'est quoi ? C'est que du coup, on concentre la question sur le remboursement de la dette. Et on ne concentre pas la question en même temps sur
reposons les choses, voyons ce qu'on est capable de faire, ne réduisons pas fortement notre modèle social en termes de protection, mais il y a d'autres manières de le faire. Enfin, sur Vous avez donné l'hôpital, l'exemple dans la réforme des retraites, où on est parti du principe que la capitalisation, jamais. On est parti du principe qu'il fallait opposer modèle universel, soit c'était répartition, alors que la vérité est probablement entre les deux. Carole Couler, d'un mot, le modèle social français, dans le contexte de crise dans lequel nous sommes, c'est-à-dire avec l'obligation de mettre la main au portefeuille, même lorsque ça ne correspond pas à l'idéologie d'ailleurs pour laquelle ces hommes ont été élus. Je veux dire, il y a quand même comme ça une inversion et une obligation comme ça d'évoluer qui est très intéressante. Ce modèle, il s'effondre, il risque de s'effondrer, il est en danger parce que la Sécu, les 5 branches sont dans le rouge. C'est pas un scoop, mais Moscovici dit attention, un jour ou l'autre, il faudra rembourser tout ça. Alors, déjà, non, mais c'est important de l'entendre. Il faut relativiser 2 choses. 1, il a servi d'amortisseur pendant la période de crise. Et si on n'avait pas eu ce modèle de protection sociale, nous aurions eu des salariés dans la rue. Mais le PGE n'est pas le modèle social, si je peux me permettre. Mais ça a servi d'amortisseur et ça a encore fait la démonstration de son utilité pour le collectif. 2, il est en déficit. Mais pas du fait des partenaires sociaux, pas du fait d'une mauvaise gestion, mais du fait d'exonération de charges ou de report de charges, et donc de recettes qui ne sont pas arrivées, alors que pendant ce temps, les dépenses augmentaient. Donc ça veut dire que demain, si l'emploi repart, si la politique salariale repart... Il y a plusieurs si quand même. Hein. Oui, mais bien sûr, mais là aujourd'hui, on est que sur du si. Pour autant, moi je me rappelle avoir été à la tête d'une confédération syndicale et j'avais proposé qu'on révise le modèle de protection sociale parce que les solidarités ne sont plus les mêmes qu'au sortir de la guerre et qu'il serait intéressant de discuter de la durée de vie. Sérieusement de solidarité collective. Qu'est-ce que l'on entend par ça aujourd'hui? La 5e branche. Et comment on le finance? Qu'est-ce qui doit relever de l'entreprise et ce qui doit relever de la responsabilité et de la protection? François Vigne, avant de nous quitter, il y a un vrai débat qui va se poser sur le remboursement. C'est soit on taxe plus encore les entreprises qui dégagent du... C'est l'impôt de production. Oui. Voilà, il faudrait savoir. Mais à un moment donné, qui va payer François Vigne? Parce que là, il y a une question qui est posée par Pierre Moscovici, qui est tout à fait dans son rôle, qui dit, moi, président de la Cour des comptes, je vous dis, attention, il faudra, pourquoi vous souriez... C'est son côté élève de François Hollande. Élève de François Hollande, c'est ça. Je savais que vous évoquiez le parcours de Pierre Moscovici. Mais sur le fond, il dit qu'il faudra payer. Comme aurait dit le Carrefour des années 50, j'étais pas né, mais c'était il faut demander plus à l'impôt, moins à l'impôt et plus au plus à l'impôt et moins au contribuable, excusez-moi. Et donc il faut demander là encore plus aux cotisations. Intéressante cette phrase. Et moins aux cotisants. Et donc, mais l'une des premières réformes, c'est quand même de rendre notre système plus efficace. On a quand même un système globalement inefficace avec beaucoup de dépenses. Qui dépense beaucoup. Ce que dit le rapport. Des erreurs. Oui, l'hôpital par exemple. Aujourd'hui, nous avons. C'est la première source quand même. Si on arrive à améliorer les choses à service constant, c'est quand même beaucoup mieux. Si ça coûte moins cher à service constant, on a également la capacité d'améliorer les choses. On a lu sur votre phrase beaucoup de fonctionnaires, un système quand même très fonctionnalisé qui ne fonctionne pas bien. On a un système qui ne fonctionne pas bien et qu'il faut réformer. Et il y a plein de, je dirais, de ses participants, de ses membres, de ses salariés, de ses fonctionnaires qui voudraient le réformer eux-mêmes. Donc aujourd'hui, il faut leur donner les moyens de le réformer. Il faut réformer pour que ça marche mieux. C'est la première chose. Par ailleurs, il faut collectivement créer plus de richesses. Le problème actuellement, c'est que nous sommes en train de nous appauvrir. Oui. La France est appauvrie en 10 ans. Il faut que les Français aient conscience qu'il y a 10 ans, la France faisait partie de l'Europe occidentale. Aujourd'hui, elle est considérée par tous les pays l'Europe du Sud comme un pays de l'Europe du Sud. Mais bien sûr. Et bien l'Europe du Sud, ça veut dire une Europe plus pauvre. Et quand on est plus pauvre, malheureusement, on a moins de moyens pour se soigner, moins de moyens pour se loger, moins de moyens collectivement et moins de moyens pour s'occuper des pauvres. Donc aujourd'hui, il faut réenrichir collectivement la France et nous permettre comme ça, demain, d'avoir un meilleur niveau de vie, d'être mieux soignés et de pouvoir mieux partager. Donc il y a un peu d'espoir, mais c'est vrai que la situation dans laquelle on est n'est pas très encourageante. Évidemment, comme disait le ministre Griset la semaine dernière, il y a une petite lumière au bout du tunnel, mais on ne connaît pas la longueur du tunnel. Voilà. Non, mais il appartient en politique actuellement de bien montrer la lumière au bout du tunnel, parce que je trouve que l'on manque d'espoir, on manque de perspective, et on en a besoin à tous les Mais il y en a une. Il y en a une qu'on voit déjà, c'est-à-dire que les entreprises se transforment. Elles se transforment. À une vitesse incroyable. Encore faut-il que la lourdeur du système qui les entoure leur permette de le faire. Merci. Oui, et les salariés sont en rendez-vous en matière d'agilité. On va pas. J'ai peur qu'on ne puisse pas régler l'intégralité de nos sujets, mais c'est intéressant de les ouvrir. Merci à François Vigne, membre des EDC et fondateur, directeur associé de Sycomore Finance, Corporate Finance. Merci à Carole Couver, la vice-présidente du CESE, la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Et puis merci à Benoît Serre, le vice-président de la NDRH. Plus de 5000 membres. Je rectifie immédiatement l'erreur que j'ai faite au début de cette émission, c'est important. On termine avec le livre de Smart Job sur les reconversions. Restez avec nous, c'est tout de suite.
Le livre de Smart Job, Marjorie Lombard, merci d'être avec nous. Vous sortez un livre avec Magali Peruchini qui s'appelle 180 degrés reconversion, donc on voit bien évidemment l'image. Réussir le virage de l'entrepreneuriat chez Vuibert. Alors c'est un livre très coloré, très dynamique et qui nous prend par la main. D'abord, une question un peu de béotien. Est-ce que toutes les idées mènent à l'entreprise ? J'ai une super idée, est-ce qu'avec ça j'en fais une entreprise ? Pas forcément. L'idée est importante et d'autant plus aujourd'hui où on sait que les personnes cherchent de plus en plus le sens dans leur travail. Avoir une idée est importante, encore faut-il pouvoir la tester en réalité et vérifier qu'elle correspond bien au marché pour pouvoir avoir des clients et donc vivre de l'entreprise qu'on va créer. Alors une deuxième question là aussi qui fait écho à la réflexion que vous menez dans le chapitrage, dans l'évolution que l'on doit mener. Il y a un vrai cursus honorum, pas à pas. Hein, on ne crée pas sa boîte comme ça. On est entrepreneur, on sort du ventre de sa mère, on a l'esprit d'entreprise ou on devient entrepreneur parce qu'on a une idée, parce que il y a quand même, c'est une réflexion un peu philosophique. Absolument, je dirais que on ne naît pas entrepreneur, on peut le devenir. Certaines personnes vont naître avec des talents innés, des dons pour faire du commercial, aller chercher des clients, parler de ce qu'elles font. C'est loin d'être le cas de tout le monde. Mais on peut le devenir quand même. On peut le devenir, ce sont des compétences qu'on va acquérir quand on va se frotter à la réalité du terrain, on va apprendre, on va se découvrir des qualités qu'on ne soupçonnait pas avoir parce qu'on peut être introverti, on se révèle. C'est vraiment un parcours presque initiatique. Première étape, c'est tester l'idée. Il y a quand même l'idée de la tester, de la challenger. Et puis ensuite, il y a qu'est-ce qu'on fait pour créer sa boîte, pour devenir un entrepreneur ? On teste l'idée, on vérifie qu'il y a un marché, que le produit ou le service comble les attentes de ce marché. Et ensuite, on a besoin de faire connaître son idée, son projet, de rassembler une communauté autour de nous, de se faire aider, de se faire conseiller. Seul, on ne réussit pas. C'est très très important. Parfois, quand on est salarié, le livre parle du passage du salariat à l'entrepreneuriat, des codes différents, des univers différents. Et quand on devient entrepreneur, on a besoin d'avoir ce réseau autour de nous, de savoir où aller chercher l'information ou la compétence. Financièrement, pour être concret, parce que beaucoup disent, moi je franchirais bien le pas, mais c'est pas si simple. J'ai pas forcément le budget pour développer mon entreprise. Ça demande de l'argent. Comment on fait là ? Ça ne demande pas forcément d'argent. Ça va dépendre du projet. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est ça que vous nous dites, c'est ça ? Absolument. On planifie, on commence petit si on n'a pas le budget, on prototype, on augmente pas à pas. Les banques peuvent prêter aussi. En ce moment, elles prêtent les banques là ? Quand vous dites j'ai une super idée, ça marche bien, j'ai pas vraiment de garantie, je suis pas sûr. Ça va dépendre du dossier. Ouais, c'est ça. On va leur présenter. Donc il faut pas rater le dossier bancaire quand même quand on va à la banque. Si on a besoin de fonds, on n'est pas obligé d'avoir besoin de fonds. Il y a aussi des pépinières, il y a aussi les régions qui peuvent prêter de l'argent, les institutions. Donc il y a plusieurs sources de financement. Mais je répète, on peut commencer avec peu d'investissement pour tester l'idée sans se brûler. Vous qui avez une vue panoramique à travers ce livre, à travers votre carrière, votre expérience, on se situe où en Europe en termes d'entrepreneuriat ? Est-ce que les Français sont très entrepreneurs ? De plus en plus, notamment grâce à la loi de modernisation de l'économie en 2008, avec la création de l'auto-entreprise devenue micro-entreprise, ça a vraiment aidé. C'est vraiment un entrepreneur, un auto-entrepreneur, il y a un vrai débat là-dessus. Bien sûr. Ouais. Pourquoi il le serait ? Non, c'est une question. Oui. Si lui se reconnaît comme tel, il n'y a aucune raison que le statut fasse l'entrepreneur. Mais c'est important de vous entendre. Et pour revenir à la question sur la France, en matière de start-up notamment, on est très avancé et dynamique en Europe et même dans les régions, pas seulement à Paris. Des start-up d'ailleurs qui ont souvent besoin d'argent parce qu'elles se développent, ça bloque un peu. Les start-up lèvent des fonds, ont beaucoup plus besoin de fonds qu'un entrepreneur sur un autre domaine qui va se lancer. On n'a plus le temps, mais il y a aussi un chapitre intéressant sur les entrepreneurs féminins, au féminin. Des femmes qui ont besoin de se mettre en réseau aussi, c'est plus compliqué. Mais je reviendrai pour en parler. Eh bien exactement, c'est formidable. Et vous êtes extrêmement disciplinée, Marjorie Lombard. 180 degrés reconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat chez Vuibert, un éditeur solide. Merci, vous l'avez coécrit avec Magali Peruchini. C'est votre livre et il vient de sortir. Merci à Benoît Serre, merci à Carole Couvert, que je remercie de venir sur ce plateau et de nous éclairer. C'est la fin de la semaine, évidemment. Merci à Fanny Griesmer et à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission. On se retrouve lundi. Je serai en direct, même lieu, même heure. Portez-vous bien d'ici là et bon week-end sur les programmes de Bismart. Bye bye.